Monsieur le Premier ministre de la Hongrie, cher Victor, je voudrais commencer par dire que l'un des grands avantages de l'amitié est que cette rencontre ne nécessite aucune préparation spéciale, et justement, la rencontre d'aujourd'hui en est la preuve, car la vie nous apporte divers événements, et la scène politique internationale est extrêmement vivante. Il est tout à fait normal que deux premiers ministres de pays voisins se rencontrent pour discuter de ce qui se passe actuellement et comment nous allons réagir à ces événements. Ces choses est ce qui nous attend. Mais, cher Monsieur le Premier ministre, cher Victor, je commencerai par dire qu'en présence des médias slovaques, j'aimerais vous inviter à une visite officielle en Slovaquie le 19 mars de cette année, à l'occasion du 30e anniversaire de la signature du traité de base entre la Slovaquie et la Hongrie, ainsi que du 30e anniversaire du traité de bon voisinage. Je pense que ces 30 années ont été très variées, multicolores, et j'apprécie énormément les années de notre coopération. Cette coopération a garanti que les relations slovaques-hongroises sont au plus haut niveau, et j'apprécie beaucoup, cher Victor, que la question de la coexistence slovaque-hongroise en Slovaquie ne soit plus un sujet politique. Ce n'est plus un thème de lutte électorale, et j'apprécie aussi que nous ayons le temps de discuter des questions fondamentales. Pas seulement en ce qui concerne nos relations bilatérales, mais aussi dans le cadre des relations internationales, nos avis sont identiques ou similaires. Monsieur le Premier ministre, cher Victor, je dois avouer que votre visite aujourd'hui me fait particulièrement plaisir, car à l'Assemblée nationale slovaque, donc au Parlement de la République slovaque, une procédure a lieu qui pourrait être qualifiée de discussion sur une motion de censure. Cela a été initié par l'opposition slovaque, et c'est un des points fondamentaux du débat entre l'opposition et le gouvernement de la coalition. Il s'agit de la politique étrangère de la République slovaque, et l'opposition slovaque reste dans une position très passive, en supposant que le monde reste inchangé, que l'Union européenne ne changera jamais, que l'OTAN ne pourra jamais subir de modifications, et c'est précisément pour cette raison. La conversation que nous avons eue il y a quelques minutes est exactement l'opposé de ce que dit l'opposition slovaque. Des événements très dynamiques se produisent, et des changements importants attendent aussi l'Union européenne. Nos pays ont une responsabilité dans la préparation de ces changements. Encore une fois, en présence du Premier ministre de la Hongrie, je répète que nos pays sont dans l'espace de vie de l'Union européenne et de l'OTAN, mais cela ne signifie pas que nous allons simplement observer passivement cet espace de vie et ne pas avoir de position souveraine. Je voudrais à nouveau rappeler que nous poursuivrons une politique étrangère slovaque souveraine, qui, tout en respectant pleinement notre adhésion à l'UE et à l'OTAN, se tournera également vers d'autres pays dans ce monde, notamment ceux qui partageront notre intérêt pour le développement de bonnes relations de voisinage, et aujourd'hui, avec le Premier ministre, nous avons examiné la situation actuelle de l'Union européenne. Nous avons également parlé du président américain Donald Trump et de ses nouvelles initiatives, qui sont extrêmement actives. Et ces initiatives nous inspireront dans une certaine mesure, car je dois dire que, sur le plan des valeurs, par exemple, je m'identifie aux opinions du président américain, et avec le Premier ministre, nous partageons le même point de vue. Concernant les modifications de la Constitution de la République slovaque, nous nous préparons à y inscrire certains principes et valeurs sur lesquels repose l'existence de la République slovaque. Après avoir inscrit le principe du mariage dans la Constitution slovaque, en tant qu'union entre un homme et une femme, nous souhaitons également inscrire des dispositions qui reconnaissent uniquement deux sexes en Slovaquie, l'homme et la femme. Nous résoudrons aussi la question de l'adoption des enfants, ainsi que celle des programmes éducatifs et culturels publics, qui devront reposer sur les principes et valeurs énoncés dans la Constitution slovaque. Bien sûr, une grande partie de notre conversation et de nos négociations a porté sur les relations bilatérales, principalement la coopération économique. La Slovaquie et la Hongrie sont des pays qui développent des programmes d'énergie nucléaire, et au nom de la République slovaque, je peux affirmer que nous ne pouvons pas imaginer atteindre les objectifs climatiques ambitieux ou garantir la sécurité énergétique sans disposer de centrales nucléaires. Il est dans notre intérêt d'échanger des expériences et de collaborer entre les entreprises slovaques et hongroises, qui sont très actives dans ce domaine. J'ai donné au Premier ministre des informations concernant la sécurité énergétique de la République slovaque après que le président ukrainien Zelensky ait décidé unilatéralement de stopper le transit en provenance d'Ukraine. Je pense que nous avons le même avis à ce sujet, et nous affirmons qu'une telle décision ne nuit pas seulement à la République slovaque en raison des frais de transit,
mais aussi à l'ensemble de l'Union, y compris la Hongrie, car il y aura une énorme pression sur la hausse des prix de l'énergie à travers toute l'Europe. C'est pourquoi nous allons travailler ensemble pour que la Commission européenne prenne en compte cette situation, car nous sommes convaincus que l'Union européenne existe avant tout pour défendre les intérêts de ses États membres. Ce n'est qu'après cela que l'on pourra parler des intérêts d'autres parties. Après ma visite en Turquie hier, j'ai informé le Premier ministre des discussions concernant le transit de gaz via la Turquie, afin que ce gaz puisse également parvenir en Slovaquie. Je tiens à remercier le Premier ministre pour sa compréhension à ce sujet, et de la même manière que nous avons trouvé une écoute favorable auprès de nos partenaires turcs, nous trouvons également de la compréhension chez nos partenaires hongrois pour exploiter toutes les possibilités afin que la Slovaquie ne soit pas uniquement dépendante du gaz coûteux venant de l'Ouest, mais reçoive également des livraisons de gaz en provenance de Russie, où le niveau des prix est très différent, ce qui est extrêmement important pour nous. Nous avons parlé de la coopération militaire. Je pense que les deux pays visent à mettre en œuvre des programmes actifs ici et là. C'est pourquoi le ministre de la Défense était présent, et pourquoi il y a tant d'initiatives et de démarches dans le cadre de l'Union européenne. C'est également pour cela que les ministres des Affaires étrangères étaient présents lors de notre rencontre. Je voudrais conclure, cher Victor, si vous me permettez, en disant que, bien que nous ayons passé 1h30 à discuter, nous avons également bien mangé et nous nous sommes bien rassasiés, si je peux m'exprimer ainsi. Mais en même temps, nous avons couvert énormément de sujets, et il n'a pas été nécessaire d'avoir des formalités spéciales. Patrick et moi avons fait ce qui se doit, et si vous venez le 19 mars, vous recevrez en Slovaquie tous les honneurs dus à une visite officielle. Mais j'apprécie encore plus cette visite aujourd'hui, car elle a été spontanée. Elle a été très amicale et extrêmement riche sur le plan du contenu, et après notre rencontre, j'ai à nouveau cette impression que l'effort que nous déployons pour défendre la politique étrangère souveraine slovaque a bien sûr une signification et peut avoir un impact. Surtout maintenant que Donald Trump est devenu président, cher Victor. Je vous remercie beaucoup pour vos visites en Slovaquie. Nous vous accueillons toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous salue respectueusement, mesdames et messieurs. Monsieur le Premier ministre, cher Robert, nous devons nous habituer au fait que les choses changent rapidement dans la politique mondiale. Et ces changements rapides ne tolèrent pas les formalités. C'est pourquoi de telles réunions de travail et visites de travail, comme celle d'aujourd'hui, deviennent plutôt partie intégrante de l'agenda politique, et cela continuera ainsi à l'avenir. Je pense que c'était une réunion d'ouverture d'une saison, une sorte de début de cycle. Je suis reconnaissant au Premier ministre d'avoir présenté les projets de la Slovaquie pour 2025. J'ai aussi pu expliquer ce que les Hongrois prévoient, où se trouvent les points communs, où sont les défis communs et les tâches communes. Dans une période de changement rapide, les amitiés personnelles prennent plus de valeur, et les Slovaques et les Hongrois ont de la chance en ce moment. Car notre relation remonte à de nombreuses années. Je suis un ancien admirateur du Premier ministre, et l'amitié personnelle permet au gouvernement des deux pays de coordonner rapidement et d'agir ensemble. Je suis surpris d'entendre qu'il y a un débat aussi vif en Slovaquie sur la question de l'orientation de la politique étrangère. Parce que je suis d'accord avec le Premier ministre, il n'y a aucun doute là-dessus, la Slovaquie et la Hongrie sont membres de l'OTAN et de l'Union européenne, et cela restera ainsi pour la Hongrie. De plus, dans les deux cas, la décision a été prise par référendum, donc il n'y a aucune possibilité pour le gouvernement de changer cela, ni l'intention, ni la possibilité. Cependant, au sein du monde occidental, auquel nous appartenons tous les deux, des changements rapides et profonds ont eu lieu, même au cours des derniers jours. Les Hongrois sont souvent décrits comme étant isolés dans la politique internationale. Mais hier, nous étions dans le courant principal, nous sommes devenus la majorité. Le monde occidental repose sur deux pieds, le pied américain et le pied européen. Depuis hier, nous sommes majoritaires dans le monde occidental. Les idées qui, avant-hier, étaient considérées comme une position isolée, sont maintenant le courant principal, la position centrale. Nous sommes de retour sur la grande avenue de l'histoire. C'est vrai, si vous avez écouté le discours du nouveau président américain hier et lu ses décisions, c'est vrai aussi pour la question du genre, pour la migration et pour la guerre, c'est un courant principal, pacifiste, favorable à la famille et anti-migration. Donc, la question de savoir s'il y a un changement dans la politique étrangère n'est pas pertinente, car un changement significatif a déjà eu lieu. Notre travail, en tant que deux pays voisins et amis, est de coordonner nos intérêts et de savoir comment réagir ensemble à ces changements. J'ai dit au Premier ministre que l'intérêt de la Hongrie est toujours de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. Et en 2025, nous continuerons de tout mettre en œuvre pour que la paix soit rétablie en Europe le plus tôt possible. J'ai également dit au Premier ministre que je pense que deux endroits dans le monde ne réalisent pas encore à quelle vitesse tout a changé.
Le premier est Bruxelles, où il continue de mener une politique pro-guerre. Si vous me le permettez, je dirais qu'il est temps de se réveiller, mais Bruxelles est encore dans la phase d'addition. Il leur faut encore un peu de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, et l'autre endroit où les changements ne sont pas pris au sérieux est Kiev. Je dois dire que le fait que Bruxelles veuille continuer à financer la guerre est une mauvaise nouvelle pour l'économie européenne. La poursuite de la guerre et la continuation de la politique des sanctions sont une mauvaise nouvelle pour la Hongrie, qui perd chaque année des milliards d'euros à cause de ces mesures. Nous avons été heureux que le Premier ministre slovaque ait élevé la voix concernant la décision ukrainienne défavorable pour la Hongrie sur le transit du gaz. La Hongrie a depuis longtemps affirmé que tout le système de sanctions, pas seulement cet élément, est mauvais pour les économies européennes et certainement mauvais pour la Hongrie. Nous avons besoin de prix de l'énergie bas. Ce que fait aujourd'hui Kiev augmente les prix de l'énergie, ce que fait aujourd'hui Bruxelles augmente les prix de l'énergie. Les familles ne peuvent pas supporter cela, les entreprises non plus. Tout dépend de nous, il faut prendre une décision politique, et les prix commenceront à baisser. Nous avons besoin de prix bas en novembre, cher Robert. Tu étais à Budapest quand les premiers ministres ont pris une décision en ce sens. Et nous avons obligé la Commission à mettre en place des prix bas de l'énergie en Europe pour juin. La décision actuelle de Kiev va à l'encontre de cela. Donc, mesdames et messieurs, il est évident que lors de la première réunion de la saison, nous avons identifié quelques questions extrêmement importantes pour les deux pays, mais j'ai aussi dit au Premier ministre que même après la guerre, il ne sera pas facile de trouver la bonne direction politique concernant l'Ukraine. Car même si la guerre se termine, il y aura encore une énorme quantité d'armement là-bas, ce qui constitue un risque pour les voisins, comme la Hongrie. Le danger demeurera constant, que Bruxelles rediriger les fonds qui nous sont destinés, fonds qui sont en réalité l'argent des Slovaques et des Hongrois. L'Ukraine a chaque jour la tentation de faire cela, et nous devons l'empêcher chaque jour. Cela affectera probablement davantage la Hongrie, mais vous ne serez pas non plus épargnés. Nos entrepreneurs agricoles vont être ruinés si nous laissons entrer sans restriction les produits agricoles en provenance d'Ukraine sur le marché de l'Union européenne. Donc, si nous voulons défendre nos intérêts, nous aurons besoin de coopération régionale, et à la lumière de notre discussion d'aujourd'hui, je peux dire que cette coopération entre les deux pays sera établie en 2025, selon notre accord. Je tiens aussi à dire que, concernant les questions bilatérales, nous avons uniquement de bonnes nouvelles à partager. Nos relations n'ont jamais été aussi fructueuses, du moins de mon point de vue hongrois. Je vois pour la première fois que, en matière de commerce, la Slovaquie est devenue le deuxième partenaire commercial le plus important de la Hongrie. Donc, après l'Allemagne, la Slovaquie est le deuxième partenaire commercial de la Hongrie, devançant la Roumanie, la Pologne et l'Autriche. C'était jamais arrivé dans l'histoire, ou du moins il y a si longtemps que nous ne nous en souvenons pas. C'est une valeur fantastique, la coopération économique entre nos deux pays. Cela inclut nos efforts communs, car nous avons construit des ponts, ouvert des points de passage frontaliers, connecté nos réseaux électriques, et maintenant, nous augmentons la capacité de notre connexion gazière d'environ 1 milliard de mètres cubes. Cela aidera encore davantage nos deux pays, mais surtout la Slovaquie, car si vous ne recevez pas de gaz d'Ukraine, vous pouvez en obtenir via la Hongrie à un prix acceptable, ou très cher, depuis l'Ouest. Ainsi, la responsabilité de la Hongrie vis-à-vis de la Slovaquie a augmenté, et nous en sommes conscients et nous tiendrons nos engagements. Je l'ai promis au Premier ministre, et c'est obligation qui nous incombe. Concernant les débats politiques, comme l'a cité le Premier ministre, je me souviens aussi, cher Robert, de la critique que nous avons reçue lorsque nous avons décidé de construire le gazoduc reliant la Slovaquie à la Hongrie, et nous l'avons réalisé. Les experts ont dit que ce serait un investissement inutile, qu'il ne se rentabiliserait jamais, que personne ne savait à quoi cela servirait, et maintenant, en 2025, si ce gazoduc n'existait pas, la Slovaquie ne pourrait obtenir du gaz qu'à des prix très élevés, et depuis l'Ouest. Ce gazoduc permet d'acheminer le gaz russe bon marché du Sud vers la Slovaquie. C'est une expérience importante, car les décisions stratégiques ne doivent jamais être confiées uniquement aux experts. Les décisions stratégiques doivent toujours être prises par les dirigeants politiques. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons la possibilité de convenir d'un accord, comme nous l'avons fait, pour augmenter la capacité de livraison de gaz entre nos deux pays de près d'1 milliard de mètres cubes. Je vais m'arrêter ici. Il y a encore beaucoup à dire, nous avons parlé de nombreuses choses, mais cela suffit pour l'instant. Ils continueront sûrement à discuter de notre rencontre lors de réunions de travail cette année. Je vous remercie bien sûr pour l'invitation et pour Monsieur Robert Fico, le Premier ministre, cher Robert. Je vous adresse également une invitation officielle à venir en Hongrie,
où nous serons toujours heureux de vous recevoir avec grand respect. C'est super. Merci beaucoup. Maintenant, c'est à vous de poser vos questions, messieurs les journalistes, aime le Premier ministre. Je voudrais peut-être rebondir sur la question liée à l'énergie, concernant la direction du transit via la Turquie. Pour la Slovaquie, cette alternative sera-t-elle économiquement avantageuse ou moins avantageuse que le transit via l'Ukraine? Est-ce que la possibilité de transit par l'Ukraine est définitivement fermée ou les négociations continuent-elles? Merci pour votre question. Je tiens à exprimer mon respect envers la partie ukrainienne. Je le montre toujours lors de nos rencontres. La République slovaque le démontre également en aidant l'Ukraine et en menant des négociations avec eux. Vous savez que c'est dans mon intérêt de rencontrer le président Zelensky pour discuter de la question des arrêts des livraisons en Ukraine, ce qui cause d'énormes dommages à la Slovaquie et à toute l'Union européenne. Cette rencontre a été initiée au printemps, mais je ne pourrai pas y assister, car il y a un vote de défiance à prévoir. Il est impossible de discuter d'un contenu d'une rencontre qui ne s'est même pas encore réalisée, et je n'ai jamais abordé ces sujets avec le président Zelensky. Il y a une déclaration disant que l'Ukraine est prête à discuter avec la Slovaquie de la coopération énergétique, et la question de l'électricité se pose aussi, ce qui est extrêmement important. J'en ai aussi parlé avec le Premier ministre hongrois, cher Viktor, sur la manière dont les négociations sur la paix en Ukraine se dérouleront. L'Ukraine restera-t-elle un État souverain ou deviendra-t-elle une zone sous influence des grandes puissances? Cela influencera ensuite si le transit pourra continuer ou non. Pour la République slovaque, notre priorité est que les livraisons en provenance d'Ukraine continuent vers la Slovaquie. Cela inclut aussi la livraison d'autres gaz, et maintenir l'itinéraire ukrainien permettra à l'Ukraine de continuer à acheminer son gaz vers l'ouest. C'est pourquoi il reste dans mon intérêt de rencontrer le président Zelensky. Mais il semble que, tant l'Union européenne que l'Ukraine, ne soient pas tout à fait conscientes de ce qui se passe actuellement dans le monde. Concernant la première partie de votre question, je précise que la Slovaquie a un contrat avec Gazprom pour l'achat de gaz à certains prix, et le seul itinéraire pour le gaz russe vers l'Europe centrale passe par la Turquie. Cependant, si la Slovaquie a la possibilité d'obtenir du gaz via le South Stream, cela serait bien pour la diversification et la stabilisation des prix. Mais ici, nous parlons encore de la consommation domestique, et je n'ai pas mentionné les 300 millions d'euros de pertes pour notre budget, un sujet que nous avons également abordé. Si vous me le permettez, je voudrais vous dire quelque chose. La décision de Kiev d'arrêter le transit de gaz, cela ne menace pas seulement la Slovaquie, cela met également en danger les intérêts de la Hongrie. Cela met en danger la sécurité d'approvisionnement de toute la région. Je remercie le Premier ministre pour avoir essayé de trouver une solution à cette situation par la voie des négociations. Nous vous en remercions également au nom de la Hongrie. Il est peut-être approprié ici de dire que la manière de refuser cela, comme l'ont fait les Ukrainiens en rejetant la négociation, est tout simplement inacceptable. Des déclarations agressives et hostiles viennent de Kiev, et ce n'est pas ainsi que ces questions peuvent être résolues. Je tiens à signaler que Kiev n'est plus dans une position aussi forte qu'il le pense, et qu'il y a des changements dans le monde qui vont à l'encontre de Kiev, affaiblissant ses positions. S'ils restent agressifs et hostiles, ils finiront par en pâtir. À la fin, ils finiront par nous énerver, et nous prendrons des mesures en réponse. Il est inacceptable que Kiev tente de diriger et de façonner ses relations avec les pays d'Europe centrale de cette manière. Nous leur donnons du respect, mais nous attendons également qu'ils nous respectent, et si nous soulevons une question importante, qu'ils soient prêts à la discuter comme cela se fait habituellement en Europe. Je tiens à souligner que, quoi qu'en dise Bruxelles, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne doit être décidée à l'unanimité. La Slovaquie et la Hongrie devront aussi décider de cela. Et même si Kiev pense que sa position à Bruxelles est solide avec la direction actuelle, il faut se rappeler que nous sommes les membres de l'Union européenne, et eux sont les candidats. Ils ne devraient pas confondre leurs positions et se comporter comme si le monde devait suivre leur rythme. Bratislava et Budapest ne devraient pas danser au son de Kiev, comme ils le souhaitent. C'est impossible. Peut-être que sous le gouvernement démocrate américain, cela se passait ainsi, mais c'est terminé. Une nouvelle ère de paix commence, une autre situation, et chacun doit évaluer sa position. J'ai l'impression que Kiev n'a pas encore pris conscience du changement radical dans les rapports de force et qu'ils doivent sérieusement prendre en compte les pays d'Europe centrale. Ce n'est pas seulement nous. Mais Kiev finira par en souffrir aussi, donc je continue de soutenir pleinement les efforts du Premier ministre Robert Fico pour trouver une solution négociée à cette question difficile du transit de gaz. C'est un sujet délicat. Merci. D'autres questions de la part de la Hongrie ? Permettez-moi d'ajouter, cher rédacteur, qu'il n'y a pas si longtemps. Je suis devenu Premier ministre, et je ne suis pas un serviteur de l'Ukraine,
mais un Premier ministre slovaque, dont la mission est de défendre les intérêts nationaux de la République slovaque et ses citoyens. La situation en Ukraine est effectivement grave, et donc, avec le Premier ministre, nous pouvons affirmer que Kiev ne se trouve plus dans la position solide qu'il occupait sous la présidence de Biden. Ce n'est pas par hasard que le gouvernement slovaque et le Parlement slovaque sont en session, et que M. Šimečka, en tant que président de parti, a soulevé un sujet. Cela signifie que l'opinion publique slovaque pourrait être effrayée, qu'ils tenteront de rendre impossible la victoire des adversaires politiques aux élections démocratiques et qu'ils utiliseront d'autres méthodes. Ils tenteront d'abord de vous rendre impossible, puis ils menaceront de vous emprisonner, puis ils voudront vous éliminer, et enfin ils vous persuaderont de quitter la vie politique. Et si les résultats des élections parlementaires ne sont pas à leur goût, il existe une tendance à ne pas respecter ces résultats, comme on l'a vu en Géorgie ou en Roumanie. Vous savez bien cela. Aujourd'hui, quelque chose a été lu au Parlement slovaque. Le rapport confidentiel du Bureau de l'information slovaque a été préparé, mais je ne peux pas révéler les noms ou les détails. Cependant, je peux dire que l'opposition slovaque semble se préparer à envahir le bâtiment du gouvernement, à perturber le fonctionnement du pouvoir exécutif, à coopérer avec l'étranger, et probablement qu'ils n'ont pas remarqué que les rapports mondiaux ont considérablement changé. C'est pourquoi la séance du Conseil national de Slovaquie d'aujourd'hui était très importante, mais je ne vais pas donner de détails précis. Il est possible de constater que l'opposition slovaque est prête à ne pas respecter le résultat des élections et à essayer de provoquer des élections anticipées avant les prochaines élections, par exemple en raison d'un événement exceptionnel, pour que les forces de sécurité prennent position face à diverses activités de l'opposition qui violeraient la loi. Mais le monde a considérablement changé. Nous avons le devoir de parler librement et ouvertement de l'Union européenne et de l'OTAN, et si nous ne sommes pas prêts aux changements qui se sont produits, cela sera très mauvais pour nous, et le Premier ministre a également indiqué que l'un des premiers sujets que le nouveau président américain abordera est l'augmentation des dépenses militaires et de défense. Actuellement à 2%, mais il est possible qu'elles augmentent à 3 ou 4%. Et quelle est la réponse de l'opposition slovaque? Elle ne peut pas répondre à cela. Que pouvons-nous y répondre? Nous sommes d'accord pour dire qu'il est possible que des augmentations de dépenses se produisent dans ce domaine, mais à condition qu'elles soient également utiles pour d'autres objectifs, comme l'augmentation de nos dépenses de défense. C'est pourquoi le ministre de la Défense est ici, ainsi que Robert Kaliňák. Il a couvert la construction du plus moderne des hôpitaux slovaques, d'une valeur de 600 millions d'euros, et dans ce domaine, cher rédacteur, comparé à l'opposition slovaque, nous sommes non seulement à 10 longueurs d'avance, car nous voyons à quel point ils sont impuissants et statiques, restant dans les mêmes positions et pensant que l'ambassade américaine à Bratislava va régler tout à leur place. Merci beaucoup. Merci. Je poserai la question à tous les deux premiers ministres. Dans la situation actuelle, est-il soutenable ou plutôt dangereux que l'Ukraine adhère à l'Union européenne et à l'OTAN, et a-t-il changé quelque chose dans cette question, tant pour la Hongrie que pour la Slovaquie? Avec le Premier ministre, nous avons la même position. Nous sommes des hommes politiques souverains et non des serviteurs. Il est donc tout à fait naturel que nous soyons prêts à utiliser les instruments dont nous disposons dans le cadre de l'UE. Souvenez-vous que j'ai fait partie des hommes politiques qui ont bloqué les quotas obligatoires de migrants, leur disant non, et je me souviens également du courage du Premier ministre dans d'autres questions. Il y a des décisions qui exigent une position unanime au sein de l'Union, et donc toute personne qui veut prendre une décision sur cette base doit s'attendre à ce qu'il y ait des pays qui perçoivent certaines choses différemment. Le gouvernement slovaque soutient l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, oui, nous la soutenons. Bien sûr, sous réserve que les conditions que nous avons posées soient remplies, et nous ne voudrions pas que l'adhésion à l'UE soit une décision purement politique. Et maintenant, Madame la rédactrice, pensez à ce que je vais vous dire. Ceux qui soutiennent le plus aujourd'hui la guerre en Ukraine, ceux qui se tiennent le plus du côté de l'Ukraine, seront les plus fervents opposants à l'adhésion de l'Ukraine après la guerre. Pour leurs propres intérêts nationaux égoïstes, nous, en tant que gouvernement slovaque et République slovaque, réitérons que nous soutenons cela. Oui, nous voulons que l'Ukraine devienne membre de l'UE, bien sûr, une fois que les conditions nécessaires seront remplies. Quant à l'OTAN, il n'y a aucune raison de changer notre position, car je suis convaincu que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait quelque chose qui, si cela se produisait maintenant, détruirait simplement les initiatives de paix. L'adhésion à l'OTAN représenterait un grand danger, et nous devrions alors parler de conditions complètement différentes. Et la République slovaque et, excusez-moi Victor, la Hongrie ne sommes pas de grands acteurs qui pourrions décider si l'Ukraine recevra ou non une invitation à rejoindre l'OTAN. Au nom de la Slovaquie et du gouvernement, tant que je serai à mon poste, tant que j'en aurai la possibilité. J'ai occupé le poste de Premier ministre de la République slovaque. Je répète que je conseillerai toujours aux députés du Parlement slovaque,
si cela venait à être soumis au vote, de ne jamais accepter l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, car cela représenterait un risque de sécurité énorme. Le danger de la Troisième Guerre mondiale existe, c'est donc notre position, tandis que l'opposition affirme que l'Ukraine doit être immédiatement admise à l'OTAN, et l'opposition le dit ouvertement. Récemment, un homme politique de l'opposition était à Kiev, en visite chez Zelensky, et a affirmé que ils sont prêts à envoyer des soldats slovaques en Ukraine, et je répète que nous, en Slovaquie, le gouvernement slovaque ne sera jamais d'accord pour envoyer des soldats slovaques en Ukraine, car la guerre en Ukraine n'est pas notre guerre, et nous n'accepterons jamais cette rhétorique qui prétend que l'Union européenne est en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes un pays pacifique, nous voulons une solution pacifique et une cohabitation pacifique. En ce qui concerne la question de l'OTAN, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas à l'ordre du jour. Et cela ne le sera jamais. Ce n'est pas à l'ordre du jour, car il n'y aura jamais de soutien unanime pour cela. C'est une astuce de communication de parler de ce sujet. Il n'y a pas de raison d'en parler. Aujourd'hui, la situation est que la guerre russo-ukrainienne existe parce que les Russes ont clairement indiqué qu'ils étaient prêts à empêcher l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, même par la guerre et l'attaque militaire. Ils sont prêts à empêcher l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. La question n'est donc pas de savoir si nous voulons donner à l'Ukraine l'adhésion à l'OTAN, mais si nous voulons entrer en guerre contre la Russie. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN signifierait une guerre totale immédiate contre la Russie. Est-ce ce que nous voulons? La Hongrie ne veut pas cela, nous n'enverrons pas de soldats. Nous n'avons pas envoyé d'armes, la Hongrie ne considère pas cela comme sa guerre, nous devons tout faire pour garantir la paix, car l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN équivaut à la guerre, c'est pourquoi nous ne la soutenons pas. Nous n'accepterons pas l'Ukraine dans l'Union européenne à ce prix, car cela ruinerait l'économie hongroise, des dizaines de milliers d'agriculteurs hongrois, des centaines de milliers de familles, et l'argent actuellement disponible pour le développement économique de l'Union européenne devrait être alloué à l'Ukraine. Les Slovaques veulent-ils vraiment donner leur argent à l'Ukraine, ou préfèrent-ils développer leur propre pays? C'est pourquoi, selon moi, il est utile de négocier l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais cela prendra des années, voire des décennies, et ne sera pas un processus rapide. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à la question de savoir comment nous pourrions protéger le niveau de vie des citoyens slovaques, hongrois, polonais ou allemands tout en ayant l'Ukraine dans l'Union européenne. Tant qu'il n'y a pas de réponse à cela, on ne peut pas répondre oui à cette question. Il faut travailler sur ce sujet. Il est certainement possible de trouver de bonnes réponses, mais ces réponses ne sont pas encore connues aujourd'hui. Et je vais vous dire aussi, si vous me le permettez. Au final, c'est nous qui déciderons. Il ne sera pas possible qu'Ukraine se mette à dos les citoyens des pays voisins. Donc, si l'Ukraine nous parle de cette manière, comment les députés hongrois pourront-ils voter pour toute décision favorable à l'Ukraine? Ceux qui insultent, qui nous parlent comme si nous étions leurs serviteurs, ces députés ne voteront certainement pas pour cela. Donc, si l'Ukraine veut du bien pour elle-même, elle doit régler ses relations avec la Slovaquie. Elle doit régler ses relations avec la Hongrie, nous donner le respect, et se comporter comme un candidat à l'Union européenne doit se comporter. Quand j'écoute les dirigeants ukrainiens, on dirait qu'ils dictent. Ils ont perdu un cinquième de leur pays, leur industrie est en ruine, ils ne peuvent même pas se soutenir eux-mêmes, et ils agissent comme s'ils pouvaient nous dicter quoi faire. En réalité, ce sont eux qui demandent. On ne peut pas demander ainsi, il faut savoir comment demander. Cette politique actuelle ne peut pas continuer. Ce rapprochement entre Viktor Orban et Robert Fico contre les décisions de Volodymyr Zelensky soulève de nombreuses questions sur l'unité européenne et l'avenir des relations entre l'Ukraine et l'UE. Pensez-vous que leurs critiques sont justifiées, ou au contraire, qu'elles affaiblissent davantage la solidarité européenne? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer, et de partager autour de vous pour lancer le débat. À très bientôt.